comme les footballeurs, on est là pour faire des finales de Ligue des Champions. Et la finale de Ligue des Champions, il y a de la pression, enfin, il y a de l'enjeu, il y a le cœur qui bat. Et si on perd, on n'est vraiment pas content. Mais si on gagne, on est super content. Mais quoi qu'il arrive, on a vécu. Frédéric Moget, directeur général de Paramount Pictures France. C'est ça. Et le but, on le rappelle, de ces formats, voilà, c'est de rencontrer les gens qui font le cinéma en France, notamment dans la distribution. Et aujourd'hui, on va pouvoir aborder, à travers notamment le succès box-office et critique de Top Gun, ton activité en tant que distributeur pour Paramount Pictures en France. Et ma première question, c'est alors on en est où sur les chiffres de Top Gun et à quel point vous êtes heureux? Alors on est très très heureux, on a du mal à arrêter de sourire. On est très exactement à hier soir à 4 255 000 entrées, donc c'est plutôt pas mal. On avait une réunion ce matin et je disais à l'équipe qu'on était dans cette situation incroyable où si on fait moins de 5 millions, ce qui est peu probable, on sera très déçu. Donc ça arrive quand même assez peu souvent qu'on soit déçu de ne pas faire 5 millions. Et l'autre chose qui était aussi très intéressante pour nous, c'est qu'avec ce chiffre-là, on est au-delà de tous les chiffres de Mission Impossible, qui est un peu la référence de Tom Cruise. Et sachant qu'on a 2 Missions Impossibles qui arrivent, évidemment ça nous donne des idées pour la suite et de se dire que voilà, on a le moyen d'aller encore plus haut avec ce tremplin. C'est marrant parce que si on est sur les chiffres, c'est le premier film milliardaire box-office international de Tom Cruise, c'est incroyable. Et ensuite, je reviens sur toi, une interview que tu avais donnée, mais je ne sais plus quand, mais il y a un peu plus d'un an, où tu parlais de la barre des 3 millions qui était plus ou moins l'objectif pour Top Gun. Donc là, il y a une vraie évolution. Absolument. Je crois que je ne me souviens plus exactement, mais je crois qu'à l'époque, on avait dit que le minimum, c'était 3 millions et que le rêve, c'était 5 millions. Et donc, effectivement, on est dans la catégorie rêve éveillé. Donc, et alors, rêve éveillé, il y a quelque chose qui a marqué aussi tout le monde, c'était la Patrouille de France à Cannes. Comment ça s'est organisé? Est-ce que tu peux nous raconter les coulisses? Ça a pris beaucoup de temps. On a évidemment beaucoup parlé et avec Thierry Frémaux à Cannes et avec l'équipe, et en particulier l'équipe marketing et l'équipe publicity qui était au premier rang pour parler avec la Patrouille de France. On n'a pas vraiment eu beaucoup besoin de les convaincre, pour être honnête, ils étaient très motivés. Après, ce qui est vraiment intéressant, et ça c'est la petite chose dans les coulisses, c'est que un Alpha Jet de la Patrouille de France, ça va très vite. Et qu'évidemment, nous, il fallait absolument qu'on ait des photos qui soient les photos que vous avez pu voir dans la presse et qui étaient très belles. Donc ça, en termes de coordination, de timing, de reconnaissance pour savoir où se mettre, donner des tops, etc., ça a été du travail d'orfèvre. Et on est vraiment ravis que ça ait fonctionné parce que les images sont incroyables. Je parlais j'étais à Barcelone pour Ciné Europe la semaine dernière et je parlais avec mes collègues de tous les autres pays. Et c'est vrai que cette image-là a fait le tour du monde, beaucoup plus encore que ce qu'on avait pu voir par le passé. Et je pense que cette combinaison de Tom Cruise sur le tapis rouge, la Patrouille de France en haut, et puis même on voyait le vrai bonheur de tout le monde. Il y a quelque chose comme beaucoup de choses dans le film, qui a cliqué. C'est marrant, mais parce que d'ailleurs on dit souvent que Cannes, c'est pas forcément un festival de studio. Pourquoi Top Gun, ça a été différent? C'est pas un festival de studio, mais les studios ont toujours historiquement été présents. On se souvient de beaucoup de... Moi, je me souviens de Rocketman en 2019, où on avait été présent avec Paramount, du temps de chez Fox, Star Wars épisode 3. Je dirais qu'au moment de Cannes, on est vraiment à l'épicentre du cinéma. Et le cinéma, c'est à la fois les grands événements mondiaux, globaux des studios et les films plus art et essai ou plus qu'on va dire plus films de Cannes. Et pour moi, c'est vraiment ce qui est magnifique dans ce moment-là, c'est que c'est l'illustration du fait que tout ça, c'est du cinéma et que ces deux cinémas se nourrissent en permanence. Donc pour moi, il y avait une sorte de logique à ce qu'on soit là. Et d'ailleurs, tout le monde est tombé d'accord très vite sur l'idée.
Et alors justement sur les éléments du film, alors il y a des choses qui sont beaucoup revenues dans les commentaires qu'on a entendus. Le premier, c'est effectivement la personnalité Tom Cruise vraiment bigger than life. Et deuxièmement, c'est ce côté jouer à la fois sur la nostalgie et jouer aussi sur un film qui est entre guillemets protégé par le fait qu'il n'y ait pas d'ennemis identifiés, qu'il n'y ait pas forcément de zone de friction. Est-ce que ça a été aussi quelque chose de plus facile à sortir? Comment ça a impacté toi tes choix sur la distribution? Le mot qui revient à chaque fois quand on parle du film, c'est le mot plaisir. Et dans la bouche de Tom, il a beaucoup dit je fais ces films pour vous, pour le public. Et donc je crois que ce qui est facile, c'est que réellement ce film il a été pensé pour le plaisir de tout le monde. Donc ça rend les stratégies faciles parce qu'effectivement, tout est fait pour ça. Donc il n'y a pas de controverse, il n'y a pas de polémique, il y a juste le plaisir d'être ensemble à regarder quelque chose de spectaculaire qui en même temps fait vibrer, fait pleurer. Moi j'ai versé ma larme plusieurs fois dans le film et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Donc il y a tout. Donc oui, ça n'enlève rien au travail qu'on a fait parce que toute l'équipe, et j'en profite pour vraiment saluer tout le travail incroyable que l'équipe de Paramount a fait partout, mais surtout en France. Ça n'enlève rien à ça, mais c'est vrai que d'avoir une matière première comme celle-là, ça facilite grandement les choses. Mais c'est drôle parce que même paradoxalement, on a une époque où ça joue beaucoup aussi avec le côté marketing digital et sur les réseaux sociaux, on a besoin de créer du débat, etc. Et là, on a un film qui, étonnamment, aussi a été consensuel. Mais pour le coup, dans le bon sens du terme, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un film apprécié, on va dire, quasi unanimement, mais finalement, qu'il n'y a pas de point de friction, qui parfois sont des choses sur lesquelles on s'appuie pour faire le buzz, pour faire le débat, pour accompagner une sortie. Je vois bien les stratégies dont tu parles. Nous, c'est pas du... Enfin, c'est pas notre approche. On est plus dans raconter une histoire, donner envie, plus que nécessairement dans aller chercher le débat. Et peut-être d'ailleurs que c'est une des raisons du succès incroyable, c'est que peut-être qu'on a besoin de ça. On a besoin de choses qu'on a tous envie de voir, où il n'y a pas de débat, où il n'y a pas de friction. Voilà, ça fait du bien. Un peu de Top Gun dans ce monde de brut. Ah oui, ça fait du bien aussi aux salles qui vivent une période un peu plus compliquée aujourd'hui. Des films comme Top Gun qui aussi, entre guillemets, sauvent le box-office. Pour un Top Gun, il y a plein de films qui ont beaucoup de mal en ce moment. Comment tu vois cette période justement ce que je vois, c'est qu'on est quand même... on oublie parce que justement, on est dans une dynamique quand même positive, mais... La levée de toutes les restrictions sanitaires dans les salles de cinéma, c'est mars. C'est il y a pas très longtemps. Donc, moi, ce que je vois, c'est une sorte de cercle vertueux qui se met un petit peu en place. C'est-à-dire que petit à petit, on voit un peu des cliquets, je ne sais pas comment dire, mais chaque succès est une petite marche qui permet d'élargir un petit peu le public qui revient en salle. Moi, mon analyse très basique, c'est qu'on retourne un peu à ce qu'on dit souvent du cinéma, c'est que le cinéma, c'est à la fois un marché d'offres, mais c'est aussi le succès appelle le succès. C'est-à-dire que plus de gens vont au cinéma, plus ils ont envie d'y retourner, parce qu'en réalité, c'est une expérience très souvent très positive d'aller au cinéma. Et donc, il faut réamorcer la pompe. Et on se rend compte qu'il y a des films qui ont commencé à réamorcer la pompe. Les Tenet, les Camelot, je ne vais pas en oublier, mais les Spider-Man, les Dunes. Et au départ, je me souviens d'un moment où on voyait les maisons de retraite ou encore pour les films français. On voyait au départ, quand on regardait le marché, que c'était très polarisé, c'est-à-dire qu'il y avait un film en gros qui marchait par semaine et c'était plus compliqué pour les autres. Tout seul d'ailleurs. Voilà. Après, il y avait aussi un élément d'offre. Mais là, on commence. Là, l'actualité, elle est plutôt, que ce soit aux États-Unis ou même en France, à voir que on regarde le haut du classement et il n'y en a pas qu'un qui marche. Là aujourd'hui, il y a Lightyear qui marche. Il y a Top Gun qui marche, il y a Jurassic qui marche, il y a Elvis qui marche, il y a encore qui est encore dans le top 20. Donc on a vraiment le sentiment que le marché est en train de repartir vraiment. Et d'ailleurs, je
sais pas si tu avais écouté Eric Marty dans l'émission Box Office, mais il donnait, je reparle souvent de ça parce que je trouve que c'est quand même une bonne façon de remettre les choses en perspective. En mai, on est arrivé à 12 mois où on a eu 12 mois continus d'ouverture des salles. Et donc on a pu voir les nombres d'entrées sur 12 mois. Et on était à plus de 150 millions d'entrées, c'est-à-dire 25% de moins que l'année 2019 qui était, je crois, la 3e plus grosse année depuis 50 ans. Et se dire que dans la situation dans laquelle on est, sur ces 12 mois qui incluent des jauges à 35%, des jauges à 65%, le masque, le pass sanitaire, le marché, une offre plus limitée, des habitudes perdues, que le marché perd que 25%, pour moi, ça montre vraiment quand même qu'il y a une résilience incroyable du cinéma. Ouais. C'est une vision optimiste, j'ai envie de croire au fait de réenclencher la machine. Après, disparité, oui, c'est plus polarisé sur 1 ou 2 films, mais on a tout un pan aussi du cinéma qui a quand même beaucoup plus de mal, en tout cas. Mais comme tu le dis, qui sera peut-être réenclenché par le fait que les gens reviennent en salle, que certains types de populations reviennent en salle. On pense aussi aux jeunes et aux personnes âgées où la machine n'a pas encore été totalement relancée. Non, mais on est dans un marché d'offres. Peut-être qu'il y a il y a toujours des films qui rencontrent leur public, qui le rencontrent moins, hein, de toute façon. Là, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de films qui sortent, qui auraient dû sortir il y a 1 ou 2 ans. Notre expérience sur Top Gun, c'est qu'on voit, tu parlais des jeunes, que justement, semaine après semaine, il y a de plus en plus de jeunes qui vont voir le film, et aussi beaucoup plus d'occasionnels, c'est-à-dire de gens qui, sans doute, ont été les moins pressés de revenir et qui reviennent. Donc moi, enfin, vraiment, je crois vraiment beaucoup à cette pompe qui se réamorce, et je suis très optimiste sur l'avenir. Bon, bah, on prend voilà, les signaux d'optimisme. 1, tu as rencontré le cinéma, et 2, comment tu t'es dit, ok, moi j'ai envie de faire carrière dans le cinéma. Et donc, première question très rapide, c'est quoi ton premier souvenir de cinéma? Mon premier souvenir de cinéma, pas en tant que professionnel. Oui, en tant que personne, oui. En tant qu'enfant, moi, comme je suis né il y a quelques années maintenant, je suis né à l'époque où les Disney sortaient tous les 7 ans. On était c'était une stratégie de pénurie, c'est-à-dire que et donc mon premier souvenir de cinéma, c'est Peter Pan. C'est d'être allé voir Peter Pan je crois au Fauvette, dans le 13e. Et évidemment, c'était incroyable je crois que c'est un peu cliché, hein, mais je n'ai pas voulu sortir et j'ai voulu rester pour la séance suivante. Mais oui, c'est encore plus à l'époque, c'est magique. C'est magique, et après, j'imagine, il se passe quelques années avant que tu te dises c'est peut-être un métier que j'ai envie de faire, un milieu dans lequel j'ai envie d'évoluer. Oui, alors moi, je fais partie des gens qui n'avaient pas le rêve, quand ils étaient jeunes, de faire du cinéma. J'adore le cinéma en tant que spectateur, et d'ailleurs, parfois, ça me manque de ne pas être juste spectateur, c'est-à-dire de savoir un peu tout ce qui se passe derrière, quand je marche dans la rue, d'analyser les affiches, de savoir exactement tous les mercredis, quand une date tombe un mercredi. J'aimerais bien parfois revenir à juste le plaisir d'être un spectateur. J'ai toujours aimé ça. Et j'ai fait des études classiques, prépa, école de commerce, et je savais juste que je voulais pas faire. Je savais que je voulais faire plutôt du marketing parce que je trouvais l'exercice intéressant, proche quelque part un peu à la fois de la sociologie, de comprendre comment on fonctionne, créatif. Donc je savais que j'avais envie de faire ça. Je savais que j'avais pas envie d'être dans une grosse machine. Donc je voulais pas aller chez Colgate ou Procter & Gamble, etc. Et en fait, j'ai commencé par la vidéo, qui à l'époque, pour les plus anciens d'entre nous, je sais que maintenant, pour savoir qu'on a plus de 18 ans, il y a une photo de VHS et que les jeunes ne savent pas ce que c'est. Mais moi, quand j'ai commencé, il n'y avait que des VHS, et il n'y avait que des VHS qu'on louait dans des vidéoclubs. Donc j'ai commencé dans cette petite structure chez Fox. Enfin, à l'époque, c'était un GIE qui s'appelait PFC, Pathé Fox Studio Canal. Et ça a été très très formateur parce que la vidéo
est un peu à la rencontre du cinéma, enfin en tout cas de l'audiovisuel, mais aussi des produits de grande consommation parce que on est distribué dans des grandes surfaces, dans des grands magasins. Donc ça a été très formateur. J'ai fait ça pendant... j'ai commencé à la vente, ensuite j'ai commencé en marketing, je suis allé faire de la vente, je suis parti à Los Angeles pour m'occuper du lancement du DVD. Et c'est arrivé là-bas qu'au bout d'un moment, on m'a proposé de revenir en France pour prendre la direction marketing chez Fox de la filiale cinéma. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Ce n'est pas nécessairement un objectif que je m'étais donné un jour travailler dans le cinéma. Mais évidemment, je suis ravi d'y être. C'est marrant, non mais et en plus on sent, il y a aussi une passion derrière qui suit, mais donc tu es parti plus du métier avant d'arriver au secteur. Est-ce que tu n'as pas eu un choc de culture, notamment à une certaine époque avec, on va dire, tous les self-made man du cinéma qui sont vraiment partis de la passion pour éventuellement, même sans études, commencer à travailler dans ce secteur? Alors, pas vraiment un choc de culture. Alors oui, c'était des différences culturelles évidemment. Et pour être transparent, c'est vrai que le milieu du cinéma, quand on arrive et qu'on vient de la vidéo, à l'époque où moi je l'ai fait, qui était en 2005, c'était pas fréquent et c'était pas nécessairement bien vu. Mais pourquoi c'était pas bien vu la vidéo? Parce qu'il y a des plateformes aujourd'hui. Non, je pense que c'était plus que c'était vu comme quelque chose qui était le cinéma, et c'est ce qui fait que lancer un film au cinéma est très excitant. On part de zéro. La vidéo, il y avait l'idée, quand on ne connaît pas, qu'on arrive avec quelque chose qui a déjà été lancé, qui a déjà été positionné, et que le travail est plus effectivement du travail commercial avec les magasins, et puis il y a moins de créativité, ce qui est complètement faux parce qu'on fait plein de choses en vidéo, on repositionne, voilà. Mais donc, au début, il y avait cette idée que surtout c'était deux métiers complètement différents et qu'on n'était pas nécessairement légitime en arrivant. Mais au-delà du choc de culture, moi ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est justement de voir comment deux approches finalement très différentes pouvaient s'enrichir l'une de l'autre. C'est-à-dire que moi je suis jamais parti du principe que les gens qui n'avaient pas fait des études de marketing ne savaient pas faire du marketing, ou que on allait arriver à révolutionner les choses parce que voilà, on avait des techniques, etc. Moi, j'ai beaucoup appris justement des gens dont c'était le métier depuis longtemps et qui avaient ce truc qui d'ailleurs parfois peut être perturbant pour des gens qui arrivent de grosses boîtes justement très marketing, qui est qu'à un moment donné, il faut y aller à l'intuition, il faut y aller au feeling. Il y a une sorte d'expertise qui se construit, mais malgré soi, juste à force de voir des films. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je pense que je suis plus capable de dire, quand je vois un film, voilà le potentiel, à mon avis, voilà qui ça va plaire, voilà comment le faire. Je ne saurais même pas dire comment ça a été acquis, quelque part. Donc, parce que justement, c'est marrant. Peut-être qu'on peut prendre l'exemple d'une sortie que tu aurais faite à l'époque de la Fox. Ce qui est intéressant aussi là pour ce format, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait un bon distrib, et dans le sens comment tu choisis une date, comment tu choisis un budget. Déjà, est-ce que tu choisis ou est-ce que tu as, je sais pas, le studio américain qui choisit pour toi? Comment tu choisis la bande-annonce? Comment tu choisis les éléments de communication, la cible? C'est un vaste programme, question, ouais. Peut-être qu'on peut prendre un exemple de l'époque Fox. C'était il y a longtemps quand même, parce que ça fait 13 ans maintenant que je suis chez Paramount. Mais est-ce que j'ai des exemples précis sur des... Alors, la première chose, pour répondre à ta question, qui est une question qui revient souvent sur le qui choisit. Nous, on est clairement au service des films et au service du studio, et le studio au service des ayants droit du film. Donc, on ne va jamais prendre des décisions seuls. Notre rôle, il est vraiment de recommander. Et c'est ça, et d'ailleurs,
ce que moi je trouve intéressant dans cette démarche-là, c'est que tout ce qu'on fait, ça nous oblige à nous poser la question de pourquoi on le fait. Parce qu'il faut qu'on explique pourquoi on le fait, pourquoi on pense que le film a tel potentiel, pourquoi on pense qu'il faut dépenser tant d'argent, pourquoi il faut soit garder la même créa que la créa des États-Unis, ou au contraire la faire évoluer comment. Donc on est sans arrêt à être dans l'action, mais aussi en se disant si je dois expliquer pourquoi je le fais. Donc ça c'est... Concrètement, ton métier, c'est parfois, toi, tu vas négocier avec les États-Unis en disant là, j'y crois vraiment, ou je crois vraiment à cet angle-là pour le marché français. Ouais. Et tu le justifies, et souvent on t'écoute, ou oui, il y a aussi des frustrations? Non, bah, c'est comme tout, hein, on n'est pas toujours d'accord, mais souvent on m'écoute. C'est toujours pareil, c'est que il faut démontrer qu'on a plus souvent raison qu'on a tort. Donc il y a l'idée quand même que, et ça c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que personne ne s'attend à ce qu'on ait toujours raison, en particulier dans le cinéma. On sait que voilà, c'est pas une science exacte. On sait aussi, il y a aussi cette idée que si on rate jamais, peut-être qu'on sort jamais de notre zone de confort et que c'est sans doute pas très bien. Donc ça, il y a vraiment cette idée que on peut prendre des risques, il faut les prendre. Et c'est vrai qu'on a eu la chance ces dernières années que les choses qu'on a recommandées fonctionnent. On a des films qui ont surperformé. L'exemple le plus récent, c'est Le Parc des Merveilles, qui est un film d'animation qu'on a sorti, où on a repositionné plein de choses et où on a surperformé par rapport au reste du monde de façon très très forte. Parce que la France est un pays où l'animation est particulièrement forte. Et donc, c'est pas nécessairement qu'on a été géniaux, mais on a en tout cas su dire, chez nous, ça a plus de chances de marcher qu'ailleurs. Chez nous, des animaux à fourrure qui parlent et qui sont rigolos, ça marche bien. Et donc voilà, on a une crédibilité qui se construit et qui permet qu'on nous laisse tester de plus en plus de choses. Et alors tu disais, c'est toujours intéressant aussi d'avoir les échecs aussi. Il y a des choses où vous êtes trompé, je ne sais pas, sur une date de sortie, sur un budget? Il y a des films où on a tenté des choses et où le public n'a pas été au rendez-vous. On en parlait tout à l'heure, c'est vrai que chez Fox, le Walk the Line, qui a été un très beau film, qui est un très beau film, on a fait tout ce qu'on pouvait, on a changé l'affiche aussi, mais c'est vrai que le film n'a pas du tout fonctionné à la hauteur de ce qu'il y avait aux États-Unis. Est-ce que c'est lié au fait que Johnny Cash est beaucoup moins connu qu'aux États-Unis, que les biopics musicaux il y a plus l'écart type entre les résultats est plus fort en France. Voilà, on essaye toujours de faire une sorte de post-mortem après les sorties pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, mais on n'a pas toujours la réponse. Ça reste la magie du cinéma. Exactement. Et pour poursuivre sur justement le côté vraiment métier de distributeur, pour toi, c'est quoi la différence fondamentale entre justement un distributeur de studio et un distributeur français, par exemple, pour rester sur notre marché? Est-ce que pour toi, c'est le même métier, par exemple? Pour moi, oui, enfin, fondamentalement, c'est le même métier. Après, la différence, c'est que beaucoup de distributeurs français, en particulier distributeurs indépendants, il y a une partie financière où ils mettent des MG. Voilà, de ce point de vue-là, il y a un risque personnel beaucoup plus important que chez nous. Sans doute aussi parfois chez les distributeurs indépendants, moins d'investissement marketing. Donc il y a un travail plus, je dirais, de presse, il y a sans doute moins une approche
marketing de grande échelle. Mais sinon, ça reste la même chose. Le cœur, c'est ce film-là, à quel public il peut s'adresser et comment est-ce que quelle histoire je raconte pour convaincre les gens de venir en salle. Ça reste très, très proche. Et tu travailles aussi, c'est ça qui est marrant par rapport à Paris il y a quelques années, par exemple. Je pense que l'époque de Jurassic Park, on avait 6 mois entre la sortie américaine et la sortie française. Toi, tu avais énormément de matière aussi pour analyser et dire comment je vais transformer ça sur le public français. Aujourd'hui, tu as la sortie qui est en même temps et du coup, tu dois faire plus des paris. On doit faire plus des paris, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en France, comme on sort le mercredi, très souvent, on est le premier pays au monde à sortir, ce qui met de la pression. Alors parfois c'est génial, par exemple c'est vrai que Sonic 2, on a été les premiers à sortir, on a fait un premier jour qui était au-delà de nos expériences, d'autant qu'on était hors vacances alors que le premier était pendant les vacances. Et ça a mis un boost pour le reste du monde. C'est-à-dire que quand on parlait avec nos homologues et en particulier avec les gens à LA, ils étaient super contents qu'on ait mis que la première chose, que la première annonce, les premiers chiffres qui sont les nôtres soient aussi bons. Donc ça joue. Ça met de la pression, mais c'est la chose que, un de mes souvenirs de cinéma professionnel, c'est que je me souviens la première fois à l'époque, on faisait ce qu'on appelait les ciné-chiffres, donc tout le monde appelait le mercredi. Et c'était, je crois, sur le premier, les 4 Fantastiques. Et je me souviens du mercredi matin, et je me disais, et en fait, j'avais mon cœur qui battait très fort. Et ça ne m'arrivait pas avant la sortie d'une vidéo, etc. Et en fait, c'est la prise de conscience que voilà, les enjeux, ou en tout cas l'implication émotionnelle humaine est forte, ça m'a marqué. Et c'est souvent ce que je dis à l'équipe, je fais beaucoup trop de métaphores sportives parce que j'aime beaucoup le sport, mais on est là pour, comme les footballeurs, on est là pour faire des finales de Ligue des Champions. Et la finale de Ligue des Champions, il y a de la pression, enfin, il y a de l'enjeu, il y a le cœur qui bat, et si on perd, on n'est vraiment pas content, mais si on gagne, on est super content. Mais quoi qu'il arrive, on a vécu, on l'a vécu de façon forte, quoi. Tu veux jouer le jeu à fond. Ouais. Ça, c'est toujours mon truc. Je veux pas avoir de. C'est ce que je disais aussi sur Top Gun, c'est que des films comme Top Gun Maverick, moi qui ai un peu de bouteille maintenant, il n'y en a pas tout le temps. Et que donc dans une carrière, on s'en souvient, et que la dernière chose qu'on veut, c'est regarder derrière soi et se dire on n'a pas tout donné sur Top Gun, on aurait pu aller plus haut, etc. Donc c'est ma philosophie. Après, il faut faire ça dans la bonne humeur, dans la bienveillance, dans l'effort collectif. Mais voilà, c'est une finale de Ligue des Champions. Et alors sur quoi tu travailles en ce moment? Parce que Top Gun s'est passé, toi et les équipes, j'imagine que vous êtes sur autre chose aussi depuis un petit moment. Pour concrètement visualiser un petit peu, c'est quoi ton métier au quotidien? Tu peux nous raconter? Alors, le métier au quotidien, il y a beaucoup de choses. Alors effectivement, là on est encore dans Top Gun, parce que le film on est toujours dans cette thématique de jusqu'où on peut l'emmener. Et très clairement, on pense que le film doit jouer jusqu'à la fin de l'été. Tu veux l'emmener jusqu'en septembre? Clairement. Top Gun. Je pense, quand on regarde ce qui se passe là aujourd'hui, comme on dit dans le cinéma, je crois qu'on a perdu 6% entre le week-end dernier et le week-end d'avant. Notre mercredi, on perd moins de 20%, ce qui veut dire que sur le week-end, avec la fête du cinéma, on va sans doute faire les mêmes chiffres. Aujourd'hui, on est à 400 000 entrées semaine. Et le bouche à oreille, je n'ai toujours pas, alors bon, j'ai pas beaucoup d'amis, mais j'ai toujours pas rencontré quelqu'un qui n'a pas aimé le film. On a toujours 4,4 sur Allociné,
Et donc pour moi, le film, il peut rester... pour ceux qui se souviennent de Titanic, on n'est pas au même niveau que Titanic, mais Titanic était resté numéro 1 18 semaines. Donc je pense que on voit deux choses. On voit des gens pour qui au départ, ce n'était pas nécessairement la priorité d'aller voir Top Gun, qui, vu le bouche-oreille, y vont. On a des gens, et ça on a même des chiffres aux États-Unis, je crois que c'était 16% au bout de 4 semaines, qui retournent le voir, parce qu'ils ont envie de le revoir. On a des gens qui l'ont pas vu dans les PLF, les Premium Large Format, donc les ICE, IMAX, 4DX. Là, ça revient, on a des séances maintenant sur tous ces formats qui veulent le revoir dans ces conditions-là. Et on a aussi ce que j'évoquais sur le côté plaisir et partage, des gens qui ont envie de le revoir avec les gens qu'ils aiment, etc. Donc honnêtement, c'est clairement l'objectif pour le département des ventes, c'est de tenir jusqu'à la fin de l'été. Et pour l'instant, les salles sont plutôt dans la même... oui, donc les chiffres sont là, les salles continuent à suivre. Mais après, est-ce que vous travaillez déjà, par exemple, sur Babylone? Bien sûr, oui. Alors, on est à la fois là-dessus et on travaille. C'est ça qui est bien aussi dans le cinéma, c'est que on ne peut pas s'attarder ni sur les échecs, ni sur les succès non plus. Donc, il faut repartir. Donc, on travaille d'abord sur... On a 3 films qui ne sont pas à la même hauteur que Top Gun, mais qui sortent là dans les semaines qui viennent. On a un qu'on n'a pas encore annoncé, qui, j'espère que je vais bien le dire, Lal Singh Chadha, qui est le remake indien de Forrest Gump. Ah oui, de Forrest Gump, bah oui. Voilà, qu'on a vu et qui est super. C'est vraiment intéressant à voir, parce que c'est à la fois évidemment basé sur Forrest Gump, mais avec des adaptations indiennes. Alors c'est pas une boîte de chocolat, c'est plein de trucs différents. C'est même pas la même, citation. Donc franchement, le film est très bien. On a Tad, qui est un film d'animation qui a été un carton énorme en Espagne, qu'on sort à la fin du mois d'août. Et on a un film d'horreur qui s'appelle Smile, qu'on va sortir en septembre. Donc là, on est à fond déjà, parce que ça se fait maintenant. Donc on est dans la construction de la campagne et l'exécution de la campagne sur ces films-là. On prépare, puisque la semaine prochaine, c'est le Studio Show, donc la présentation des studios américains en France. On recrée un peu ce qui se passe à Barcelone, donc où là, on va montrer justement notre année 2023, et en particulier des images de Babylone. C'est quelle date exactement? Le Studio Show, c'est jeudi et vendredi prochain, donc le 7 et 8 juillet. D'accord. Paramount, c'est le 7 juillet. Est-ce qu'on aura des surprises? Chez Paramount, pas de surprise particulière, non. Mais chez les autres, je ne sais pas. J'espère. Mais donc, oui, on travaille déjà sur Babylone. On met en place les stratégies. On regarde si on a besoin de... C'est vrai que nous, on fait... comme beaucoup de studios américains, on fait aussi de la recherche, parfois des études pour mieux comprendre. On réfléchit avec la presse. Quand est-ce qu'on fait venir Brad Pitt et Margot Robbie et Damien Chazelle? Oui, quand, je pense que c'est une bonne idée. Donc la réponse est oui. Quand est-ce que ce serait bien qu'ils viennent? Est-ce qu'on fait une avant-première? Sans doute. Voilà. On commence déjà à travailler. On a un gros enjeu avec Transformers, parce que c'est un peu on était arrivé à la fin, je crois, du cycle avec donc là on reboot complètement. Donc voilà, analyser tout ce qu'on sait sur la franchise, comment l'amener au la prochaine étape. Tu parlais de la date tout à l'heure, par exemple, sur Babylone. Là, on est en pleine discussion sur la date. On vient d'ailleurs de la bouger. Elle était au 25 janvier. On l'a bougée au 25 janvier, au 18 janvier. Parce
ayant vu beaucoup plus sur le film, on pense que ça va être un des gros candidats aux Oscars. Donc vous l'avez avancé pour qu'il puisse être aux Oscars? Non, non, non. Et, alors, de toute façon, il sort aux États-Unis en plateforme release, comme on dit, sur quelques copies en décembre. Donc il sera qualifié pour les Oscars. Il sort le 6 janvier aux États-Unis. Nous, on était au 25 janvier, qui était la date de La La Land, pour faire simple. Là, maintenant qu'on sait que les nominations aux Oscars vont être le 24 janvier, on se dit que comme on fait le pari, mais un pari qu'on pense gagner, qu'il y aura beaucoup de nominations, le fait de sortir le 18, qu'il y ait le premier week-end qui, on pense, compte tenu de tout ce qu'on veut faire dans la campagne, et puis simplement du fait que voilà, le nouveau Damien Chazelle avec Brad Pitt et Margot Robbie, ça donne déjà pas mal envie. Donc on pense qu'il va y avoir un premier week-end de toute façon assez fort, et que le mardi, il y a l'annonce des nominations, ça redonne un coup de projecteur, et donc on est... Voilà, donc vous faites un undercut de Formule 1, vous dites on pense que ça va marcher quoi qu'il arrive, donc on prend directement le choix de la relance. Tu as regardé Drive to Survive c'est vrai, j'ai regardé Drive to Survive, c'est pas que... Non mais c'est marrant, donc c'est un vrai pari, vous dites, en tout cas le succès est déjà certain, donc on va parier pour essayer d'aller encore plus loin. Non, jamais certain, mais en tout cas, vous y croyez. En tout cas, voilà, on part gagnant. Ouais. On part gagnant. Et, on est plus sur des sujets de comment dire, de choix de studio, etc. Est-ce que, parce que nous, le public français a été un peu étonné par le choix Disney de sortir Strange World en plateforme, justement, pour un film de Noël notamment, de ne pas sortir en salle, etc. Est-ce que, ça vous a étonné, et est-ce que tu penses que c'est des choses qui pourraient arriver aussi moi, en tout cas, toutes mes réflexions et mon énergie, elle est sur sortir les films en salle pour Paramount. Donc j'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis sur ce que fait Disney en l'occurrence. Ce que vous faites, par exemple, tu parlais justement de le fait que la salle, avec l'effet, ça relançait la machine, etc. Toi, tu es optimiste aussi, même à moyen terme. Pour toi, dans 20 ans, on n'a pas de boule magique, mais la salle sera encore au centre des sorties ciné. Personne ne le sait, mais ce que je sais, c'est que on a annoncé la mort de la salle de façon répétée quand la télé est arrivée, quand le câble est arrivé, quand Canal+ est arrivé, quand le DVD est arrivé, et que ça revient toujours. Que là encore, si on prend l'exemple de Top Gun, avoir 4 300 000 personnes en 5 semaines qui reviennent comme ça, je pense que le cinéma, c'est d'abord ce qu'on a vu fois après fois, quand je parlais de toutes les arrivées de ces technologies, c'est que le gâteau quelque part augmente, c'est-à-dire que les gens ont envie d'avoir des histoires, d'entendre des histoires. Donc à l'époque où moi je m'occupais du DVD, on faisait des études et on se rendait compte que les gens qui regardaient le plus le câble étaient les gens qui achetaient le plus de DVD, étaient les gens qui allaient le plus au cinéma. Donc il y a aussi un cercle vertueux là-dessus. Et je pense que le cinéma, ça reste d'abord les meilleures conditions pour voir un film. Ça reste quelque chose qui va au-delà, enfin ça reste quelque chose de social. Je dis rien de très original, hein, mais on y va rarement seul. Même quand on y va seul, on y va entouré de plein de gens. On sort de chez soi, on partage des choses, on va prendre un pot avant ou un pot après. Voilà, un peu comme les concerts, ou comme je ne vois pas ce qui pourrait remplacer ça. Donc oui, je suis très très optimiste. L'émotion de la salle. Et dernière question, on finit toujours comme ça, c'est un message peut-être aux gens qui ont envie de se lancer dans le métier, enfin en tout cas dans l'industrie au sens large, que ce soit technique, distribution, production. Toi, est-ce que tu donnerais avec le recul et l'expérience un conseil à des étudiants ou des jeunes qui ont envie de bosser dans cette industrie? Des conseils, j'ai beaucoup de mal à en donner, à part que surtout pour les gens qui, et peut-être que ça a évolué depuis mon époque, mais
surtout les gens qui viennent d'écoles de commerce ou de grosses écoles de commerce, de vraiment l'humilité. Parce qu'on répète beaucoup, vous êtes l'élite, etc. Je pense que venir avec énormément d'humilité, avec énormément de bon sens, avec énormément de respect pour les gens qui font ça depuis longtemps, écouter et faire preuve de bon sens, parce qu'au final, si je devais dire ce qui fait un bon distributeur, ou moi les choses qui m'ont aidé à faire des bonnes campagnes, c'était souvent le bon sens et l'honnêteté intellectuelle. Donc je ne sais pas quel autre vraiment, je ne crois pas qu'il y ait une formation ou une discipline particulière qu'il faut maîtriser. Je dirais que la chose qui aide, une des choses qui m'a le plus aidé dans toute ma carrière, c'est de savoir faire une règle de 3. Ah bon, la maîtrise, voilà. Oui, mais les gens vont être contents parce voilà, que ça s'attendait à la maîtrise de la règle de 3, et donc ce qu'on utilise tout le temps dans le cinéma, partout, mais comme tout ce qu'on fait est souvent basé sur des comparables, sur des analyses, etc. Et moi, j'ai vu effectivement des différences entre les gens qui maîtrisent la règle de 3 et les gens qui ne maîtrisent pas la règle de 3. C'est plus compliqué dans ça. Donc, maîtriser la règle de 3. C'est inattendu, mais voilà. Voilà. Bosser, c'est meilleur souvenir de carrière, c'est objectivement l'expérience de Top Gun à Cannes. J'ai entre le tapis rouge, la patrouille de France qui passe 2 fois pile comme on avait prévu, où on a l'impression qu'ils sont juste au-dessus, avec Tom qui regarde pile au moment où on voulait qu'il regarde, avec des étoiles plein les yeux. Ensuite, l'hommage dans la salle, où on sent l'émotion de tout le monde. La réaction de la salle. Moi, j'avais essayé de prévenir en disant que c'est Cannes, c'est un peu différent. Parfois, c'est pas parce que les gens réagissent pas ou rient pas au moment que ça veut dire qu'ils aiment pas, etc. Et là, les gens applaudissaient, réagissaient, faisaient des cheers et tout. Honnêtement, j'avais eu la chance juste avant de voir en 2019 Rocketman, où j'étais derrière Elton John, et de voir Elton John, être dans la salle où voir Rocketman, c'était très très fort. Mais là, c'était aussi fort de façon différente. Mais donc ces 2 moments-là ont été quand même très forts. Génial. Bon, on finit sur Cannes. Merci beaucoup Frédéric. C'était un plaisir. Un plaisir partagé.